Et on va plus loin avec à mes côtés Anne Niva, grand reporter de guerre indépendante. Bonjour Anne. Bonjour. Et Bruno Darou de la rédaction de France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. L'Ukraine a besoin d'une victoire sur la Russie, sur le champ de bataille, avant toute négociation de paix. La déclaration est de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui, dans un entretien qu'il a accordé au Financial Times, précise les contours de ce qui pourrait être pour lui une sérieuse victoire provisoire, le retour à la situation d'avant l'invasion russe, le 24 février, et donc le préalable, selon lui, à toute discussion avec Vladimir Poutine. Concrètement, ça veut dire que l'Ukraine aurait reconquis par les armes l'ensemble de son territoire, à l'exception de la Crimée et de certaines zones du Donbass, dans les oblasts de Louhansk et Donetsk, jusqu'à la ligne de front en vigueur depuis 2014. Ça vous semble réaliste, Anne Niva ? En tout cas, ce que je constate, c'est que Volodymyr Zelensky parle beaucoup, donc évidemment, il se contredit. Et quand il parle de victoire provisoire, c'est un peu complexe à comprendre, sa victoire provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, est-ce que, quand il dit qu'il faut revenir au statu quo ante, c'est-à-dire ce qui était juste avant le 24 février 2022, ça veut quand même dire que la Crimée est annexée par les Russes et qu'il y a les positions dans le Donbass telles qu'elles étaient de 2014 jusqu'à 2022. Mais est-ce que ça veut dire qu'il compte les reprendre quand ? Mais bon, ce qui est clair, et là il a raison, c'est que rien ne bougera, il n'y aura pas de négociation tant qu'il n'y aura pas d'un côté ou de l'autre une victoire militaire sur le terrain. Oui. Pour l'instant, nous ne pouvons pas avancer de façon puissante sans subir de lourdes pertes. Voilà ce que précise, toujours dans cet entretien, Zelensky. C'est pour ça qu'il lui faut des armes, Bruno Darou. Et oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il lui faut des armes, c'est pour ça qu'il n'arrête pas d'en demander, c'est pour ça qu'il y en a certaines qui arrivent, mais par exemple, là, dans ce qui se passe dans le Donbass, le rapport, par exemple, sur l'artillerie est en faveur de la Russie dans un ordre de grandeur de 1 à 10. C'est-à-dire que la Russie est capable d'aligner 2500 armes et l'Ukraine 250. Voilà. Donc c'est ça un peu le rapport de grandeur. Donc vous voyez que c'est pour ça que c'est très rééquilibrer ce rapport, c'est le préalable à toute négociation. Oui, c'est pour ça qu'il n'arrête pas de dire venez m'armer, même si après il y a le moral, il y a la motivation, il y a le fait que les Ukrainiens défendent leur territoire, mènent une guerre pour l'indépendance de leur pays. Donc c'est très compliqué aussi pour les Russes qui progressent vraiment mètre par mètre et que c'est un combat qui est lent, qui est long, qui est très dur pour les deux parties. C'est quasiment du mètre par mètre. Mais effectivement, il dit, si on veut renverser et arriver à la situation qu'il décrit, qui paraît quand même assez peu réaliste dans un avenir à court terme quand même, récupérer ce qu'il avait voir la carte, d'ailleurs, en février 2014. Alors peut-être qu'il parle de victoire provisoire parce qu'ensuite il veut aussi récupérer la Crimée et le bout de Donbass qui était déjà aux mains des pro-russes. Peut-être. Mais ça c'est encore moins réaliste. Voilà, mais en tout cas voilà pourquoi il demande en permanence ces armes et encore plus d'armes. Donc ce sont toutes les zones assurées quasiment qu'il faudrait reprendre. Alors à l'exception de certaines zones du Donbass qui étaient déjà contrôlées par des pro-russes. Les carrés bleus, c'est là on a Mariupol qui est prise par les Russes. Oui, enfin, là, cette carte montre bien que tout est entremêlé, finalement. Tout est entremêlé, mais dans une certaine zone du pays, c'est-à-dire l'Est et le Sud. C'est ça qui compte aujourd'hui. Mais d'ailleurs, quand même, les Russes, je crois, ont conquis l'équivalent de 120 000 km², c'est à peu près la taille du Portugal, pour donner une... Depuis le 24 février. Tout cet espace-là représente pas loin de 20% du territoire ukrainien. Oui, mais après, il faut le reconquérir. Leur deuxième offensive, celle qui est celle dans le Donbass, puisqu'ils ne sont plus à Kiev, avance quand même très lentement. Alors justement, il faut le reconnaître aussi. Et depuis plusieurs jours, on a des informations confuses à propos de Severodonetsk. Severodonetsk, la ville, donc près de Louhansk, que se disputent âprement Russes et Ukrainiens. La ligne de front est en perpétuelle évolution. Dimanche, Kiev indiquait avoir repris la moitié de la ville. Aujourd'hui, Moscou assure contrôler toutes les zones résidentielles et poursuivre la conquête de la partie industrielle de la ville, où des civils, d'ailleurs, ils seraient 800, se seraient réfugiés actuellement dans une usine chimique. Severodonetsk, va-t-elle connaître le même sort que Mariupol, conquise le mois dernier ? On s'en souvient notamment avec l'usine Azovstal. Voilà, une analogie. On est tenté de faire des comparaisons. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce Donbass porte bien son nom. C'est la région industrielle de l'Est de l'Ukraine. Donc, il y a des grands conglomérats industriels gigantesques. On a vu ces silhouettes dans Mariupol, de l'Azovstal. Et on a une même structure de ce type-là, qui n'est pas une aciérie, mais qui est un autre type d'entreprise. Une usine chimique, une usine chimique qui appartient d'ailleurs à un oligarque ukrainien
et dont l'avocat a parlé récemment. Oui, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte de la confusion qui règne justement dans Severodonetsk. Severodonetsk, c'est à peu près 100 000 habitants en temps normal. Aujourd'hui, il n'en resterait plus que 12 à 15 000, qui est toujours le taux à peu près de ce qui reste en première ligne de front, puisque vous avez toujours des gens qui ne partent pas. Jusqu'au dernier jour, elle était prise sur les 3 côtés par l'armée russe. Donc il restait encore un côté, qui est le côté où sont massées les troupes de défense ukrainiennes. Mais aujourd'hui, le grand dilemme pour... Lysychansk. Oui, parce que Lysychansk, c'est une ville qui est en face, séparée par la rivière de Severodonetsk. Donc les Ukrainiens sont côté Lysychansk, etc. Mais c'est une porte de sortie. Donc ils ne peuvent pas, pour le moment, les Russes n'arrivent pas à boucler la boucle. Mais le grand dilemme de l'armée ukrainienne, c'est de savoir jusqu'où se sacrifier, justement. C'est-à-dire, est-ce que réitérer ce qu'ils ont fait à Mariupol, c'est-à-dire subir, donc laisser les soldats sur place jusqu'à subir un siège, ou alors les retirer pour ne pas les faire souffrir, ne pas les tuer. Et finalement, mais au prix de quoi? Au prix d'avoir beaucoup plus de mal par la suite à reprendre la ville en question. Donc ça, c'est le grand dilemme que se pose le chef d'état-major aujourd'hui en Ukraine. Et apparemment aussi, peut-être un des autres objectifs de l'armée ukrainienne, c'est d'épuiser l'armée russe, alors quitte peut-être à perdre Severodonetsk à un moment ou à un autre, mais épuiser l'armée russe en effectifs, en munitions, en morale, en motivation, pour qu'après ça, au moins, les Russes n'aient pas envie d'aller plus à l'ouest. Et oui, parce que le conseiller présidentiel ukrainien, Alexei Arestovitch, affirme l'armée russe pourra ensuite débuter le siège de Sloviansk d'ici une semaine. C'est ça le... Il y a quand même il y a quelques dizaines de kilomètres entre Severodonetsk et Sloviansk. Ils n'y sont pas encore, parce que j'y étais à Sloviansk. Sloviansk et Kramatorsk, c'est le cœur du Donbass. Il faut déjà que... ils n'y sont pas encore. Mais ça bouclerait la boucle. Et là, effectivement, ils auraient la totalité de la région autoproclamée de Lugansk. Il pointe d'ailleurs pour ce fait le retard de livraison d'armes lourdes occidentales pour dire il faut se hâter. Bruno, on voit là encore, d'une certaine manière, il y a une course contre la montre dans le faut-il armer les Ukrainiens. Alors, il y a eu des déclarations aujourd'hui, apparemment, les Espagnols, c'est le quotidien El País qui rapporte ça, les Espagnols seraient prêts à livrer des chars Léopard 2, qui sont des chars allemands, qui sont stockés depuis une dizaine d'années en Espagne. Et les Espagnols, les autorités n'ont pas ni démenti, ni confirmé, ni infirmé. Mais évidemment, alors là, si les Occidentaux se mettent à livrer des chars, là, on entre dans une autre dimension. Et là, la Russie pourrait considérer que là, il y a de la vraie co-belligérance. Bon, quelles seraient les conséquences? On n'en sait rien. Visiblement, les Américains estiment que tout ce que dit Vladimir Poutine sur les menaces extrêmement graves, le recours même peut-être à l'arme nucléaire, tout ça, c'est un peu du bluff, en fait, et que de toute façon, il ne pourrait pas faire grand-chose, tout simplement parce que toutes les forces qu'il a mises en Ukraine sont déjà un peu à bout de souffle. Alors, on va y venir. Qui ne veut pas recourir à la conscription non plus. À la mobilisation générale. Voilà. Alors, on va y venir justement, puisqu'il y a toujours beaucoup de réactions à la phrase prononcée par Emmanuel Macron dans la presse régionale ce week-end. On va le voir. Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Voilà, on va voir cette phrase s'afficher dans un instant. Ce qui lui a d'ailleurs valu une réplique immédiate du chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba. Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France. Nous ferons tous mieux nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Après lui, d'ailleurs, d'autres ont réagi, comme par exemple Ina Shevchenko, la leader des Femen, pour qui la phrase d'Emmanuel Macron invite Vladimir Poutine tout simplement à continuer la guerre. Il a raison, Anniva, de ne pas fermer la porte à la négociation, Emmanuel Macron, ou bien est-ce que, comme beaucoup le disent, Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force? Une fois de plus, moi, je n'ai pas à dire si Macron a raison ou pas. En revanche, ce que je peux dire, c'est que l'usage du mot humiliation est très important. Et je pense que là, Emmanuel Macron a dit quelque chose qui a été mal compris. C'est-à-dire, il ne faut pas humilier la Russie. Ça a été compris par les Ukrainiens. Ils l'ont pris très mal, à raison, parce que c'est eux qui se sentent humiliés. Bien sûr qu'ils sont humiliés, puisque ce sont eux qui sont attaqués. Ce sont eux qui sont envahis. Donc, ils ne peuvent pas comprendre qu'un leader européen, que le président de la France pense à l'humiliation de celui qui a attaqué. Mais dans cette phrase-là, Emmanuel Macron, en bon diplomate qu'il est, chef de la diplomatie française, pense, lui,
continue ce qu'il a toujours fait, ce qu'il a toujours dit à propos de la Russie, c'est-à-dire laisser la porte ouverte, bien sûr. Je crois que c'est la seule chose qu'il voulait dire. Ce qui revient à prendre Vladimir Poutine pour un acteur rationnel. Alors, vous aurez pour moi, il l'est. Ouais, mais vous aurez noté que Vladimir Poutine est un acteur rationnel. Vous aurez noté que dans sa phrase, il ne dit pas « il ne faut pas humilier Vladimir Poutine Oui. ». Il ne cite pas Vladimir Poutine. Ce qui veut dire que quand il dit « il ne faut pas humilier la Russie », c'est le peuple russe, l'État russe, parce qu'un jour, c'est avec les autorités russes qu'il faudra quand même négocier une sortie de crise, un règlement politique, voilà, même si la Russie est affaiblie, ou au contraire si les combats s'arrêtent. Enfin, il y aura un moment où il faudra employer, comme il dit, les voies diplomatiques pour trouver un chemin de sortie. Mais il ne cite pas Vladimir Poutine. Ce qui veut peut-être dire que... il veut dire que ce soit Poutine ou pas, finalement, il faudra parler avec les Russes. Alors, ce qui énerve quand même certains, alors les Ukrainiens, mais aussi certains pays de l'Est, c'est qu'eux, ils le prennent presque comme s'ils disaient il ne faut pas humilier Vladimir Poutine. Et ça, évidemment, ils trouvent ça insupportable. Oui. Mais effectivement, Emmanuel Macron reste dans l'ambiguïté parce que lui-même, et personne ne le sait, ne sait pas si Vladimir Poutine sera encore au pouvoir dans avec ces rumeurs aussi sur son état de santé. Oui, mais là, sur des crispations au sein de l'appareil d'État, etc. Mais enfin bon, on n'est pas... On a tort de spéculer. Non, mais c'est-à-dire qu'on est dans la surface des choses. Moi, je ne pense pas que même s'il y avait un changement de pouvoir à Moscou aujourd'hui, il y aurait un changement radical de politique. Vous voyez une aspiration profonde de la Russie de mettre la main sur l'Ukraine ? Je pense qu'on est au cœur d'une espèce de dislocation, de division de notre Europe et qu'on aura du mal à s'en remettre. On le voit bien justement avec ces déclarations d'Emmanuel Macron qui sont mal perçues, mal comprises. Et une partie de l'Union européenne tire pour aller d'un côté, un côté très pro-américain. Je rappelle quand même que les Américains n'ont pas du tout la même situation géographique, bien sûr, que la nôtre. Ils ne subissent pas cette guerre de la même façon. Alors que, donc, finalement, nous ne réglons pour le moment rien. Et je crois que Emmanuel Macron s'en rend compte. Il se rend compte qu'il faut laisser faire les choses militairement. Volodymyr Zelensky le dit aussi, puisqu'on vient de parler de la nécessité de cette victoire militaire, mais qu'en même temps, à cause de cette dislocation diplomatico-économique, etc., politique, on n'est pas au bout de nos peines. Oui. Malheureusement. Et ça, Vladimir Poutine le sait aussi, bien sûr, puisqu'il ne sait rien mieux faire que de diviser et d'affaiblir les Européens que nous sommes. Oui, moi je crois vraiment que Emmanuel Macron, il veut effectivement, et c'est difficile, faire exister l'Europe d'un point de vue diplomatique dans le... Surtout qu'il la préside. Voilà, dans la recherche d'un règlement de crise, mais même au-delà, parce que il la préside jusqu'à la fin juin, mais... alors que, et puis par ailleurs, la France comme l'Allemagne sont un peu les grandes puissances diplomatiques de l'Union européenne. Donc l'accord, il se fera aussi avec Paris, avec Berlin. Alors que les pays de l'Est, eux, sont d'abord, se sentent, alors pour revenir à la géographie, mais là c'est à l'intérieur même de l'Europe, eux, ils se sentent beaucoup plus menacés, d'une part, et puis ils ont connu le régime soviétique. À l'histoire, voilà. Ils ont connu le régime soviétique que nous n'avons pas connu. Donc eux, ils ont vraiment très peur, et quand on a très peur, on se dit, oh là là, il agresse l'Ukraine, il faut le détruire, parce que sinon, tôt ou tard, ça va nous tomber dessus. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a cette division mais ils appartiennent à l'Union européenne. Mais ils appartiennent à l'Union européenne. Nous devons parler avec eux aussi et nous entendre avec eux. Mais c'est un des paradoxes de cette guerre en Ukraine, c'est que dans un premier temps, c'est ce qu'elle fait ressortir. Non, mais dans un premier temps, ça a permis quand même une consolidation de l'Union européenne. Et là, au bout de 3 mois, il y a une consolidation apparente, superficielle. Voilà. Oui, mais inattendu. On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien, en tout cas les premières semaines. C'est facile de le dire maintenant qu'on ne s'attendait pas. Devant justement l'ampleur de cette invasion, il était quand même assez normal qu'on réagisse de façon unie. Oui, mais il y a eu quand même je pense, Vladimir Poutine ne s'attendait pas à cette réaction aussi unie. Ça ne sert à rien de savoir à quoi s'attendait Vladimir ou pas. Pour le moment, on en est là. Il y a eu quand même les sanctions, Anne, qui sont arrivées vite. Et ça ne sert à rien, oui, c'est quand même pris les sanctions. Non, mais d'accord, mais qu'il s'y attende ou pas. C'est-à-dire, Vladimir Poutine, pour moi, justement, n'est pas fou. C'est-à-dire, il n'a pas fait ce qu'il a fait en se disant, tiens, il va y avoir 6 trains de sanctions qui vont m'arriver dans la figure et je ne vais pas m'en sortir. Donc, s'il l'a fait, c'est qu'il est convaincu à sa façon, avec ses valeurs, les valeurs qu'il défend et qui sont défendues par beaucoup de monde dans son pays, qu'il a raison.
hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après plus de 100 jours, nous en sommes encore là où nous en sommes. Pas de victoire claire sur le terrain et surtout une dislocation des institutions européennes malgré une apparence union. Dislocation, moi je trouve que c'est excessif quand même. En tout cas, il y a des mésententes qui vont aboutir, qui vont beaucoup faire débattre à l'été, à l'automne et à l'hiver parce que justement cette guerre n'est pas terminée. Reste un mot sur la question des armes, toujours elle, et la portée notamment des armes. Il y a eu effectivement ces lance-roquettes multiples livrées non seulement par les États-Unis, mais aussi depuis par l'Allemagne et par le Royaume-Uni. Faut-il donner les moyens à l'Ukraine de potentiellement pouvoir frapper le territoire russe, même si Joe Biden évidemment s'en est défendu, a mis des garde-fous verbaux sur ces livraisons, avec le risque là aussi d'une réaction de la Russie? Je crois que pour le moment, personne ne dit qu'il faut aller frapper le territoire russe. Moi, j'ai entendu aucun responsable. Ou alors ça non, personne ne dit qu'il faut le faire. Mais en revanche, quelle garantie a-t-on que les Ukrainiens ne le feront pas? Absolument. Ils ont déjà frappé de l'autre côté de la frontière. Belgorod, c'est à 40 km à l'intérieur des on dit même qu'ils ont envoyé russes. des unités spéciales. Évidemment. Mais ça, c'est sûr qu'ils le font. Mais ça, c'est la guerre. C'est absolument normal. Maintenant, est-ce qu'on prend un risque inconsidéré? Mais en tout cas, c'est notre. Il faut prendre de la distance, Raphaël, c'est notre façon à nous, occidentaux, de mener cette guerre. Ces décisions sont prises par nos dirigeants en tout état de cause, ils connaissent la situation, ils choisissent d'armer les Ukrainiens. Pas la réaction des Russes, éventuellement. Mais clairement, il y a un risque, oui. Effectivement, il y a un risque, absolument, il y a un risque, absolument. Absolument, mais nous choisissons en connaissance de cause. Ou alors on va dire que nos leaders également sont fous et ne savent pas ce qu'ils font. Moi je crois que chacun essaye de tirer son épingle du jeu, mais tout le monde est en même temps extrêmement démuni et perplexe devant cette guerre. Peut-être que c'est un effort, c'est vraiment de la spéculation, pour dire à Vladimir Poutine, tu vois, avec les armes qu'on fournit à l'Ukraine, ça pourrait toucher le territoire russe, donc arrête-toi là, arrête-toi. On arrête les combats, on négocie et on essaye de construire quelque chose. Merci Bruno Darroux, merci également Anne Niva. C'était On va plus loin. Restez avec nous, on se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct.